Bonjour chers amis téléspectateurs, j'espère que vous vous portez très bien. De mon côté, je me porte à merveille. Dimanche 14 juin 2026, merci de prendre le rendez-vous pour Nansouba Week dans la charpente de cette émission. Aujourd'hui, la grogne matinale, c'est plutôt un bon son de cloche sur les différentes décisions salutaires du président Romuald Wardani depuis son accession à la magistrature suprême. La minute évangile, c'est avec Justin Kassoui, le frère Justin Kassoui. Les textes d'aujourd'hui sont tirés de Matthieu 9, 36, 18, où l'apôtre Matthieu nous parle du règne de Dieu. Dans la rubrique Yébou, je reçois pour vous le docteur Adrien Dogo, l'auteur du livre La République nouvelle, un essai de 10 chapitres où l'auteur rappelle l'héritage colonial et propose des approches de solutions à un vieux système de gouvernance qui profite seulement aux anciens colons. Et puis, le zapping pour la pause avant de revenir sur ce plateau pour le panel de discussion avec mes différents débatteurs. Le sujet aujourd'hui, l'engouement autour de la Coupe du Monde est-il toujours aussi fort qu'autrefois? Nous serons bien évidemment avec Evik Ngbetou et Mouidine Lawani. Alors, merci de vous installer. Nansouba Week, ça démarre maintenant. De nouveau, bonjour chers amis téléspectateurs et bienvenue dans Nansouba Week. On démarre rapidement cette émission avec la grogne matinale. Aujourd'hui, nous n'allons pas trop critiquer, mais c'est plutôt un bon son de cloche sur les décisions prises par le gouvernement de Wardani depuis son accession à la magistrature suprême. Gratuité d'école pour les filles de la maternelle jusqu'au secondaire, jusqu'en terminale. Et puis, prise en charge dans les hôpitaux et beaucoup de choses qui sont salutaires et que la population apprécie. Nous, on a appris, on a pris l'avis de quelques citoyens de la cité des Kobourou sur ces différentes décisions. Merci de les suivre dans cet élément. Ce sont des décisions à saluer, puis ce sont des bonnes initiatives que nous, en tant que jeunes béninois, nous devons nous réjouir de ces différentes décisions-là. C'est beaucoup encouragé. Bon, prenons l'exemple de la santé. Prenons un exemple. Je connais un ami ou bien le petit frère d'un ami, pour faute de moyens, les parents sont en train de chercher des moyens pour pouvoir soigner les enfants, mais ne sont pas parvenus à trouver l'argent à temps. Bon, malheureusement, les jeunes, c'est un étudiant. Il est parti, paix à son âme. Je crois que cette initiative, ça encourage beaucoup. Ça permettra à beaucoup de personnes qui n'ont pas de moyens à pouvoir régler les soucis de santé et à bien s'en sortir pour pouvoir vivre et à contribuer au développement de notre nation. La gratuité de la scolarité, c'est une politique du gouvernement qui vise à supprimer les frais de scolarité chez les filles à l'école. C'est une très bonne initiative selon moi, parce que cette initiative va permettre de garantir le droit à l'éducation pour tous les enfants au Bénin. Cette initiative va également permettre d'éviter les inégalités qui existent entre la fille et le garçon. Et en plus de ça, d'ici peu de temps, ça va améliorer ou bien ça va faire accroître, ou bien qu'est-ce que je vais dire, ça va faire accroître le taux d'instruction ou bien le taux de scolarisation dans notre pays, le Bénin. Moi, par rapport à cet avis, je suis très très content, puisque tous les droits ne sont pas les mêmes. Quand tu tombes malade et tu n'as personne et le gouvernement est en charge de ça d'abord, là c'est très bon. Dès qu'il va prendre en charge de ça, là toi aussi tu vas comprendre que je suis déjà guéri. Donc la manière dont tu vas courir pour pouvoir sortir les sous, là, c'est ça qui est bon. Donc je félicite le gouvernement. À voir ce qui se passe aujourd'hui dans les hôpitaux. Bon, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas prises en charge par les médecins. Pourquoi? Parce qu'il y a manque de moyens financiers et que
comme l'État a pris cette initiative du WINS pour pouvoir aider les malades et tout, bon, c'est une très bonne idée. Selon moi, c'est une très bonne idée et que j'ai beaucoup aimé. Sincèrement, j'ai beaucoup aimé. Ça va sauver beaucoup de vies. Ouais, ça va sauver beaucoup de vies, beaucoup de personnes. Ceux qui n'ont pas les moyens financiers pour pouvoir subvenir à leur santé, genre, et tout. Bon, c'est une très bonne idée au fait. Et j'apprécie beaucoup le travail du gouvernement. J'apprécie beaucoup le travail du président de la République, M. Wadaï Romuald. Le départ est excellent. Nous aimons. C'est une très bonne décision que le gouvernement est en train de prendre parce que nous, les hommes, les êtres humains, là, beaucoup de personnes parmi nous ont des problèmes. Maintenant, ils n'ont pas les moyens pour payer les frais d'hôpitaux. Maintenant, si le gouvernement peut les aider à faire ainsi, c'est très bon. Et du côté des agriculteurs aussi, je vois que l'État a décidé d'accompagner les agriculteurs. Cela va pousser beaucoup de personnes à s'intéresser à l'agriculture. Nous jeunes aujourd'hui, bon, actuellement, il y a plusieurs jeunes qui sont là, qui n'ont pas quoi faire. Je vois que ça va les pousser à se donner à l'agriculture et ça aussi, ça va contribuer au développement de notre pays. La majorité, on a des gens qui tombent malades chaque jour. Et faute de moyens, ils sont obligés d'acheter des médicaments frelatés au bord de la voie et ça aggrave la situation. Maintenant, le fait que le gouvernement a pris la décision d'alléger certaines choses, je crois que les gens auront l'envie de se rendre au centre de santé. Ils auront au moins, ils ont déjà un avantage qui les permettront de soigner certaines maladies gratuitement ou avec un peu de sous. Bon, les mesures prises par le nouveau gouvernement du pays, moi je vois que c'est un début marquant. Ça prouve que le gouvernement qui est en place n'est pas là pour blaguer. Donc, je pense que ce sont de belles initiatives. L'État est en train de renouveler pour que tout le monde va trouver la satisfaction pour pouvoir être à l'aise, quoi. Donc c'est ce que moi j'ai vu, quoi. Bon, je vois que le nouveau gouvernement qui est là, ça motive beaucoup à travailler nous jeunes et je vois que bon, les personnes qui sont là sont vraiment engagées. Bon, nous avons vu depuis la prise du pouvoir de notre président, il a commencé par prendre des décisions. Je vois que c'est un gouvernement qui est là pour travailler, qui est là à se préoccuper de la population. Merci pour ces différentes interventions de nos populations qui apprécient à juste titre les différentes décisions du gouvernement de Wadaï depuis son accession à la magistrature suprême. Nous continuons cette émission, cette fois-ci avec la Minute Évangile, où le frère Justin Kassou est déjà dans nos locaux pour nous donner la bonne parole aujourd'hui. Aujourd'hui, les textes sont tirés de Matthieu 9, 36, 10, 8. L'apôtre nous rappelle le règne de Dieu. Ça sera dans la Minute Évangile avec le frère Justin Kassou. C'est après ceci. On continue cette émission comme annoncé. Le frère Justin Kassou est déjà sur ce plateau pour la Minute Évangile. Bonjour mon frère Justin. Bonjour Marcel. Alors ce matin, comment vous allez? Je vais très bien avec la grâce de Dieu. Vous avez quelque chose à partager avec nous avant la Minute Évangile? Non, l'évangile suffit. L'évangile suffit. Alors aujourd'hui, l'évangile, c'est plutôt Matthieu qui nous parle du règne de Dieu et c'est tiré du livre de Matthieu 9, 36, 10, 8. Oui, c'est bien cela. Alors, on va écouter l'évangile avant de revenir sur vos différentes interventions, vos apports. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples: La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson.
Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le zélote et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez pas dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et gratuitement, on va prendre votre avis, vos commentaires, vos apports, sur le message que vous avez à donner aux chrétiens par rapport à l'évangile du jour. Merci bien Marcel, vous l'avez bien fait de le noter. Avec Dieu, et oui, tout est gratuit. Jésus nous invite, fait d'abord un constat, il dit que la moisson est abondante. Donc c'est donc urgent que chaque chrétien se lève et travaille dans la vigne du Seigneur. Mais la première chose à faire, c'est de prier. Il nous demande de prier le maître de la moisson, car c'est lui qui envoie les ouvriers qu'il faut. C'est lui qui connaît celui qu'il faut à la place qu'il faut. Et ensuite, il donne le pouvoir. Lorsqu'on prie le maître de la moisson, il répond à la prière. Il donne le pouvoir d'agir comme le Christ l'a fait en son temps. Et enfin, le maître de la moisson n'appelle pas au hasard. Il connaît ceux-là qu'il appelle et il appelle chacun par son nom pour lui confier une mission spécifique. Voilà, pour lui confier une mission spécifique. Et la mission confiée à tout un chacun de nous peut se résumer en quoi? Oui, c'est le mot qui a aujourd'hui un peu galvaudé. On parle de vocation, qui vient du latin vocare, c'est-à-dire appeler, comme je le disais tout à l'heure. Donc, chacun de nous a été appelé à une mission. Comment s'en rendre compte? Il faut prier, demander à l'Esprit du Seigneur de nous révéler ce pourquoi nous avons été appelés. Voilà, il faut prier, demander à l'Esprit du Seigneur de nous révéler ce pourquoi nous avons été appelés. Merci beaucoup, Frère Justin, pour ces différentes interventions, pour ces éclaircissements par rapport à cet évangile. Alors, chers amis internautes, j'espère que vous avez écouté, vous avez pris bonne note dans vos calepins. On fait une petite pause dans le zapping avant de recevoir pour vous sur ce plateau le docteur Adrien Dogo qui nous parle de son livre « La République nouvelle ». Comment tu t'appelles? Tu fais quelle classe? CM1. D'accord. En parlant du bruit du chien, quand il fait ho-ho, on dit qu'il aboie. Que fait le chat? Miaou. Il fait miaou. Comment on dit ça en français? Parce que quand le chien fait ho-ho, on dit qu'il aboie. Alors le chat fait quoi? Tu viens de dire miaou. Il dit quoi comme ça? Il pleut. Il pleut. Il pleut. C'est ça le cri? Bonjour champion. Oui, bonjour. Comment tu vas? Ça va bien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Camilo. Tu fais quelle classe? CM2. D'accord, et dis-moi, quel est le plus long fleuve du Bénin? C'est le fleuve Ouémé. D'accord, tu connais le roi Béhanzin? Oui. Il est mort où et en quelle année? Il est mort à Ouida en 1906. En parlant du bruit du chien, quand le chien fait ho-ho, on dit qu'il aboie. Et le chat fait quoi? Miaou. Comment on appelle ça? Quand j'avais miaou, quand tu viens de le dire, comment on peut appeler ça? Pionner. Une minute est égale à combien de secondes? Une minute est égale à 50 secondes. 59, 60 secondes.
chien. Quand le chien fait ho-ho, on dit qu'il aboie. Alors, que fait le chat? Le chat, il fait miaou. Le chat fait miaou. Comment on peut appeler ça en français? Le chat cru. En parlant du bruit du chien, quand le chien fait ho-ho, ça veut dire quoi? Comment on appelle ce bruit-là? Quand le chien fait ho-ho. Il boit. De retour sur ce plateau de Nancy Barwick, comme annoncé, je reçois pour vous le docteur Agadrien Dogo, qui est l'auteur du livre La République nouvelle, un essai de 10 chapitres, comme annoncé, qui nous parle du système et nous plonge encore dans l'héritage colonial, où il estime que le système est fait pour profiter aux anciens colons, parce qu'on n'a plus de colonisateurs, entre griffes. Alors, docteur Agadrien Dogo, bonjour. Bonjour, monsieur Marcel. Comment vous allez? Ça va, merci. J'espère que vous allez aussi. Je vais très bien. Alors, vous êtes l'auteur de ce livre-là, qui est un essai politique de 10 chapitres, où vous nous rappelez beaucoup de choses. Vous parlez du système de gouvernance, vous parlez des colons. Dites-nous déjà, moi, ce qui m'attire à la première vue, quand j'ai vu le titre, ou du moins l'intitulé de ce livre, pourquoi pas la Nouvelle République et la République nouvelle? Qu'est-ce qui se cache? Est-ce qu'il y a un code caché derrière l'intitulé? Merci, monsieur Marcel. Effectivement, la République nouvelle et non la Nouvelle République. Nous sommes habitués au concept de la Nouvelle République qui suppose une certaine continuité avec le même système, le même principe de base. Oui. Et cette fois-ci, nous voulons aller vers la République nouvelle, qui pour moi, où je dirais la République 2.0, parce que jusque-là, nous avons connu une version de la République et cette version-là, on a vu ce que ça a donné comme résultat. Et donc, puisqu'on n'est pas dans une démarche de continuité, dans cette même dynamique de la République, c'est pour ça que nous avons parlé de la République nouvelle. Voilà. Et la République nouvelle, c'est un essai politique de 10 chapitres. Et en quoi consiste bon, on ne va pas parler de tous les 10 chapitres, mais pour faire un petit résumé des 10 chapitres, qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, ce qu'on peut retenir essentiellement dans la République nouvelle, c'est que nous avons d'abord revisité l'histoire, notre trajectoire politique depuis les indépendances jusqu'à ce jour. Et nous avons vu quel a été le parcours des États africains indépendants et dans quelle mesure ces États ont pu satisfaire les objectifs, les besoins fondamentaux de nos populations. Et ayant revisité cette histoire, cette trajectoire, nous avons tiré des conclusions de part et d'autre. Et donc, nous avons abordé ces aspects historiques dans les 4 premiers chapitres. Et ensuite, nous nous sommes commencés par poser les bonnes questions. Est-ce que aujourd'hui, nos États sont en mesure de répondre aux besoins fondamentaux de nos populations? Et le diagnostic est sans équivoque, c'est non. Alors, pourquoi? Nous avons pu faire facilement le lien entre notre système politique de gouvernance qui a été mis en place après les indépendances jusqu'à nos jours. Et nous avons tiré aussi des conclusions par rapport aux différents résultats qu'on a pu obtenir. Et alors, nous avons esquissé les contours d'une nouvelle réorganisation de notre système politique, de notre République, pour pouvoir donc parvenir à l'émancipation et au bien-être tant recherché par nos populations. Voilà. Vous allez faire l'effort de souvent regarder aussi votre caméra pour que les téléspectateurs aient au moins l'impression que vous vous adressez directement à eux. Alors dites-nous, moi je vais vous demander, quels sont selon vous les principaux héritages coloniaux qui continuent aujourd'hui d'influencer la gouvernance actuelle? Oui, en termes d'héritage, aujourd'hui nous pouvons constater que nos pays tels que conçus, ou le système de la République tel que c'est conçu aujourd'hui, essentiellement, nous ne sommes pas arrivés au fait à répondre aux besoins fondamentaux de nos populations. Ça, c'est déjà un fait, c'est déjà un constat par tous, mais aussi les liens qui lient actuellement nos États avec le colonisateur n'ont pas permis aujourd'hui à nos pays d'être des pays émancipés, d'être des pays qui sont parvenus quand même à offrir le minimum de base en matière de développement à nos populations. Ça, c'est déjà des acquis.
que nous pouvons apprécier à leur juste valeur? Est-ce que ce qui est recherché, l'émancipation, l'autodétermination de nos peuples, notre capacité à satisfaire nos besoins fondamentaux de base, est-ce que cela a été atteint? C'est non, et nous avons fait ce constat-là directement. Mais et finalement, qu'est-ce que vous proposez? Vous demandez qu'on sorte de ce système ou bien vous proposez un nouveau système qui peut arranger tout le monde? Oui, justement, ce que nous proposons dans la République nouvelle, c'est d'abord la réforme de la conscience populaire pour que nous puissions prendre conscience de notre rôle vis-à-vis donc de ce que nous appelons la République, qui est un idéal commun que nous recherchons pour que la République, dans son organisation, puisse donc permettre la satisfaction des besoins sociaux de base, l'économie, l'éducation, la santé et tout ce qu'il nous faut pour donc enclencher notre processus réel de développement. Et pour cela, nous avons esquissé les contours d'une organisation politique nouvelle où non seulement la République devient désormais un acte commun, où tous les citoyens prennent conscience de leur rôle dans la République. On n'attend plus désormais qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour nous, mais il faut qu'on commence par parler du bien commun, que ce soit dans nos médias, que ce soit dans nos mouvements de jeunesse. Il faut que ce sujet-là redevienne d'actualité dans nos débats publics pour que chacun prenne conscience de ce que c'est que la République, de ce que c'est que, en quoi consistera alors son rôle en tant que citoyen. Et nous parlons dans la République nouvelle de ce que nous appelons la citoyenneté consciente. Il faut que chaque citoyen puisse prendre conscience de son rôle et participer effectivement à la construction d'un État de type nouveau qui puisse donc permettre d'atteindre notre émancipation, mais aussi notre développement tant souhaité. Tant souhaité. Alors, et par hasard comme ça, hein, je tombe sur le chapitre 7 de votre livre qui est intitulé « La voie vers la République nouvelle ». Bon, le premier paragraphe, on va dire, je lis ça hein, à nos téléspectateurs, on va revenir sur ça. Vous dites ici, chaque génération porte un rendez-vous avec l'histoire. La nôtre, en Afrique, est celle de la Renaissance. Nous ne pouvons plus rester les spectateurs d'un système qui s'effondre, ni les victimes consentantes d'un ordre hérité de la colonisation. Nous devons devenir les architectes d'un monde nouveau, le nôtre. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce paragraphe? Essentiellement, donc, c'est au travers de ce paragraphe, nous essayons alors de replacer le citoyen au cœur même de la République. Aujourd'hui, le système est conçu de telle sorte qu'on attend tout de nos dirigeants, mais en même temps, c'est une forme de consentement que nous donnons à ce système-là qui ne nous permet pas de satisfaire nos besoins, d'atteindre nos objectifs fondamentaux de base. C'est une forme de consentement. Et donc, nous invitons dans la République nouvelle alors à une forme de conscientisation de la jeunesse, à une forme de conscientisation de notre population pour que le débat de la gouvernance publique de la République ne soit plus désormais une question des élites ou des intellectuels, mais que ce soit une affaire de tous. De tout le monde. Pour cela, nous avons esquissé donc les contours d'une organisation politique qui pourrait donc permettre d'instaurer cette ère nouvelle qui va donc nous conduire vers la République nouvelle. Vers la République nouvelle. Et en termes d'approche de solutions, combien y en a-t-il et est-ce qu'on peut rapidement en parler? Oui, et essentiellement en termes d'approche de solutions, nous avons d'abord fixé 5 piliers phares pour la République nouvelle. Dont le premier pilier, c'est la citoyenneté consciente dont nous avons parlé. Le deuxième, c'est l'éducation libératrice. Une éducation qui replace l'homme au cœur de son environnement, non pas à ce que nous apprenons, nous développions, au fait, un système qui a été institué par le colonisateur, mais est aussi pensé pour le colonisateur. Mais aujourd'hui, il faut que nous recentrons l'éducation par rapport à notre environnement, que nous fabriquons des inventeurs et non des chercheurs d'emploi en fin de leur diplôme. Ensuite, nous avons mis un accent sur la culture, nous avons mis un accent sur la spiritualité, aussi au cœur donc, de la République nouvelle. Au travers de ces piliers, essentiellement, nous avons esquissé les contours d'une nouvelle République. Donc, et l'essentiel des points à retenir, c'est d'abord en matière de souveraineté. Quand nous parlons de souveraineté de nos peuples, il est temps qu'on cesse d'espérer ou d'attendre un héros qui va donc venir sauver la République, qui va venir donc nous délivrer du système colonial. Mais désormais, ça doit être une question de conscience collective. Donc, il est temps
que l'Afrique ou nos États cessent de livrer leurs fils, qui sont considérés comme des héros, face à un système qui ne tolère pas la dissidence. Donc l'histoire nous a montré que chaque fois qu'on a eu des héros, ils ont été broyés par le système. Donc désormais, il faut une réforme de la conscience collective pour faire face donc à un système qui ne tolère pas la dissidence. Et en deuxième point, nous avons aussi proposé une nouvelle organisation politique de nos États dont la structure repose essentiellement sur une institution que nous appelons la chefferie d'État, qui est le garant désormais, donc le garant est une force protectrice de la République. Et c'est un peu à l'image de la dernière réforme constitutionnelle au Bénin, le Sénat par exemple. Donc la chefferie d'État se trouve dans une même position par rapport au Sénat, que je salue d'ailleurs, l'institutionnalisation. Et j'appelle aussi, à travers la République nouvelle, nous appelons aussi à renforcer davantage ce Sénat-là aujourd'hui dans son rôle de garant et de protecteur de la République. Et enfin, un dernier pilier pour la République nouvelle, c'est aussi la participation citoyenne, la réorganisation de la société civile et la participation citoyenne dans la gouvernance, dans nos institutions qui gouverneront la République, pour que la société civile ne reste pas simplement un organe de critique ou de plaidoyer, mais devienne désormais un acteur institutionnalisé, un partenaire institutionnalisé qui prend part activement à la définition, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques. Voilà. Merci beaucoup. Beaucoup de choses contenues dans ce livre. Je pense qu'on ne peut pas passer tout le temps à déchiffrer. Et pour avoir accès à ce livre, comment il faut faire? Est-ce que c'est cher ou bien est-ce que vous partagez ça à tous les citoyens? Le livre se partage à tous les citoyens. Oui. Ce n'est pas du tout cher. Voilà. L'objectif pour nous, c'est de faire prendre conscience à tout le monde de la nécessité d'entrer dans une nouvelle ère de réforme de la conscience collective. Et donc, le livre est disponible au niveau de la maison d'édition et dans quelques librairies. De la place. Y compris aussi à Cotonou. À Cotonou. Voilà. Oui, allez-y. On peut trouver le livre où? Oui, on peut à Parakou, trouver, par exemple. À Parakou, par exemple, c'est au niveau de la maison d'édition SM Plume. SM. Oui, à Cotonou, le livre serait disponible à la librairie Savoir d'Afrique et aussi chez l'auteur à Cotonou, directement pour le moment. À Cotonou. Et bientôt, nous allons le rendre disponible dans d'autres librairies. On ne peut pas trouver ça à l'Institut français? Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Les processus sont en cours. Les processus sont en cours. Juste faire le lancement. Alors, pour celui qui ne veut pas se rendre dans une librairie ou bien celui qui ne maîtrise pas le chemin, quel est le contact? Oui, il peut contacter directement le 01 94 79 21 34. Il pourra se faire procurer le livre partout sur le territoire national et même à l'international. Voilà. Alors, vous regardez directement à cette caméra et vous lancez votre message fort par rapport à ce livre-là qui vous tient à cœur. Ok, merci. Le message essentiel de la République nouvelle, tel que nous l'avons esquissé, c'est que l'histoire nous pose à nouveau cette question. Qu'avons-nous fait de nos indépendances? Et il est important pour notre génération de répondre que nous avons fait de ces indépendances notre émancipation. Nous avons pu transformer désormais nos indépendances en une émancipation qui est capable aujourd'hui, qui serait capable de nous offrir ou d'offrir à nos populations un État où il fera bon vivre pour tous, où chaque Africain pourra donc se construire et se bâtir dans un monde qui est en constante évolution, mais surtout en tant qu'homme fier et digne. Voilà, merci beaucoup. Vous rappelez les contacts pour acheter le livre et autres. Oui, effectivement, le livre est disponible à Parakou au niveau de la maison d'édition SM Plume, mais aussi à Cotonou au niveau de la librairie Savoir d'Afrique. Mais aussi, vous pouvez appeler directement le contact WhatsApp 01 94 79 21 34 pour tout besoin de livre. Merci. Merci beaucoup à vous, Monsieur Aga Adrien Ndoko, d'être passé sur notre émission. Chers amis internautes, Yébou, c'est fini pour le moment. Nous allons un peu congédier notre hôte et recevoir pour vous les journalistes qui vont nous donner l'avis sur ce sujet de panel de discussion annoncé plus tôt.
Alors, on finit notre week-end d'aujourd'hui avec le panel de discussion. Nos deux éminents journalistes sportifs sont déjà sur le plateau de Esaü TV. Evik Mbetaou, bonjour. Bonjour Marcel Couty. Comment vous allez? Très bien. Je vois vous avez le regard pétillant ce matin. Vous avez reçu un petit message de votre petite copine? Non, pas pour le moment, mais ça va. Ça va. Mouidine Lawani. Bonjour Marcel. Le dogo de la maison. Vous savez, ici quand on dit dogo, ça veut dire quelqu'un d'élancé. Je ne sais pas pour vous. La dernière fois, vous avez vu dans l'émission Fenêtre mondiale où vous dominez avec Mbetaou en matière de taille. C'est un don de Dieu. Alors, toujours en matière de foot, on parle de foot aujourd'hui, notamment de la Coupe du Monde qui a démarré depuis jeudi dernier. Et on s'interroge aujourd'hui sur Esaü TV, sur l'engouement autour de la Coupe du Monde. On veut savoir si l'engouement est-il toujours aussi fort qu'autrefois. Alors, je vais lancer la question de cette manière. Selon vous, est-ce qu'il y a d'engouement, comme peut-être en 2010, la Coupe du Monde organisée par l'Afrique du Sud? Avec Mbetaou. Bonjour Marcel. Bonjour. Bonjour aux internautes d'Esaü Télévision. Engouement autour de la Coupe du Monde, pour moi et surtout pour beaucoup de footeux, beaucoup d'amoureux du cuirant, pardon, je pense qu'il n'y a pas assez d'engouement autour de cette Coupe du Monde édition 2026. Il n'y a pas assez de personnes qui en parlent. C'est vrai, pas le passé, il n'y avait pas les réseaux sociaux n'avaient pas évolué autant. Et tout le monde, dans toutes les bouches, dans tous les coins de rue, c'est la Coupe du Monde, la Coupe du Monde. Les kiosques étaient remplis, les maisons étaient pleines parce que tout le monde veut suivre un match assez décisif. Mais aujourd'hui, maintenant, on va dire qu'il y a les réseaux sociaux qui ont facilité beaucoup de choses. Et cette Coupe du Monde organisée aux États-Unis, Mexique, Canada, je ne sais pas trop si c'est parce que c'est 3 pays, mais il n'y a pas vraiment d'engouement avec toutes les polémiques, tous les problèmes qu'il y a autour actuellement. Non, ça ne donne pas vraiment l'effet d'une Coupe du Monde. On va y revenir. Oui, Mouidine Lawani. Marcel, peut-être que je vais choquer Elvic. Moi, je pense qu'il y a de l'engouement, puisque qui parle de la Coupe du Monde parle de la plus grande fête sportive en ce qui concerne le football. Et la Coupe du Monde 2022, il y a beaucoup d'engouement parce que déjà, on est passé à 48 équipes. 48 équipes, ça veut dire beaucoup de nations. Également, si vous regardez les réseaux sociaux, on en parle partout. Même si ce n'est peut-être pas ce que vous voulez, on en parle partout. On parle de l'organisation. Pour certains, ce n'est pas bien organisé. Et pour d'autres, c'est une manière à ces équipes-là qui ne participaient pas de s'exprimer. Désormais, on peut voir en Afrique, on peut être fier. Il y a des équipes comme le Cap-Vert, des pays comme le Cap-Vert qui participent à la Coupe du Monde. Donc l'engouement, je ne suis pas d'accord avec Elvic totalement. Et il y a de l'engouement. Si je prends par exemple le match d'ouverture, vous voyez le nombre de personnes. Donc il y a de l'engouement. Mais également, d'un côté, tout n'est pas rose. Oui. Voilà, quand je prends les polémiques autour de la Coupe du Monde édition 2026, les barrières de visa, le fait qu'on refuse au préalable à un arbitre somalien à Omar, voilà, de fouler le sol, de fouler le sol des pays hôtes, c'est un peu compliqué de digérer cela. Également des fouilles. Fouiller un jour, fouiller une équipe nationale qui vient participer à une Coupe du Monde. Je trouve ça mais chaque nation, chaque État avec ses réalités, surtout dans le contexte socio-politique, je pense, sécuritaire, qu'on connaît les États-Unis avec tout ce qui est guerre, Iran, Israël. On ne va pas rentrer dans la politique, mais je pense que c'est tout ça qui amène à ces fouilles-là. Alors, quand vous parlez d'engouement, pas d'engouement, pardon, avec Mbetaou, de quoi vous parlez exactement? Est-ce que vous parlez plutôt des gens qui ne sont pas dans les rues, ou parlez plutôt qu'il n'y a pas on ne sent pas dans la ville, peut-être qu'il y a une fête de la... Je pense que Mouidine est passé sur ça rapidement tout à l'heure. Nous savons tous, Coupe du Monde 2010, ce n'est pas la Coupe du Monde 2026, non. La coupe vous êtes là un peu partout? C'était du waouh. La Coupe du Monde 2014, c'était du waouh. C'était remporté par l'Allemagne, si j'ai une bonne mémoire, c'était du waouh. La Coupe du Monde, même 2018, c'était de la France, ça c'était une Coupe du Monde. On a apprécié cette Coupe du Monde. La Coupe du Monde de 2022 aussi, c'est venu avec ses réalités, c'est venu avec, avec sa beauté.
mais cette Coupe du Monde 2026, il y a je dis bien, trop de protocoles. Il y a beaucoup de rumeurs. Moudine l'a dit, il y a la lutte somalienne qui est interdit d'entrer sur le sol américain. Il y a les équipes confus de la tête aux pieds. Et vous allez entendre que actuellement même le joueur du Ghana, Thomas Partey, il est interdit de rentrer sur le sol canadien parce qu'il dit qu'il y a affaire de viol, ce qui ne concerne même pas votre nation. Et vous interdisez à la personne de jouer au Canada qu'il ira jouer aux États-Unis. Avec tout ça là, comment vous trouvez qu'il y a de l'engouement autour de cette Coupe du Monde? Et dans le même temps, il y a des matchs, c'est vrai, il y a des footeurs, il y a des personnes qui sont capables de suivre les 104 matchs, je pense qu'il y a 104 matchs, il y a des personnes qui vont suivre tous les 104 matchs, mais des matchs à 3 h du matin. Voilà, je voulais en revenir. Oui, est-ce que ce n'est pas parce que les matchs sont à 3 h, 4 h, 5 h du matin que on ne sent pas qu'il y a une fête du mondial? Effectivement, tout ça ne favorise pas, pour moi quand même, le bon déroulement du match. Ça ne permet pas de voir qu'il y a une Coupe du Monde. Vous allez vous réveiller, je sais pas, ils vont vous dire que le Ghana a remporté la Coupe du Monde, mais ça va étonner qui? Bon, vivement que le Ghana remporte la Coupe du Monde. Oui, et Moudine Lavani, hormis tout ce que Evik Mbeto a abordé, est-ce qu'on ne peut pas dire que s'il n'y a pas engouement, c'est peut-être parce qu'on n'a plus les stars comme Lionel Messi? D'antan, il est toujours là, mais ce n'est plus le Lionel Messi qu'on connaît. Les stars comme Ronaldinho, les stars comme, en tout cas, beaucoup d'autres stars qui rendaient quand même ce sport-là intéressant. On a envie d'aller suivre. Bien sûr, donc je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a des stars et je pense même qu'on devrait beaucoup plus s'intéresser cette année à la Coupe du Monde parce que si je ne me trompe pas, ça devrait être la dernière Coupe du Monde de Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo. Non mais des vieux. Bien, des vieux, mais c'est pour les accompagner vers la retraite. Quand je prends Messi et Cristiano, ils ont 6 sélections. C'est déjà assez. Vous voyez, normalement, on devrait beaucoup plus s'intéresser à leur dernier moment. On doit être là pour eux. Mais c'est le contraire. Peut-être, je ne sais pas, peut-être que c'est parce que les grandes nations ne sont pas encore entrées en compétition. C'est pourquoi tout est calme. Mais la Coupe du Monde édition 2026, comme l'a dit Elvik, ce n'est pas ce qu'on... Ce n'est pas ce à quoi on s'attendait. Quand je prends 2010, c'est vrai, nous on était un peu plus jeunes. Mais en 2010, le Bénin n'a pas participé à la Coupe du Monde, mais on ressentait l'effet. On avait des projections un peu partout. Le son de Shakira, ça passait partout et on sent qu'il y a vraiment une fête. Quand je prends 2014 avec le Brésil, quand je prends cette Coupe du Monde, c'est une Coupe du Monde très intéressante. Les Sergio Ramos, il y avait des stars. Oui, je suis d'accord avec vous, mais est-ce que vous ne remarquez pas que la faveur qu'il y avait autour de la Coupe du Monde de 2010, toutes ces faveurs-là s'est déplacée sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, le monde, ça se vit sur les réseaux sociaux. On ne voit plus physiquement ce qui se passe. Tout le monde l'esprit à travers peut-être les lives TikTok, à travers les lives Twitch, YouTube et tout cela. En 2010, dans les années antérieures, il n'y avait pas toute cette technologie. Je ne vais pas faire une étude comparative, mais je pense que quand je prends la CAN passée et la Coupe du Monde, jusque-là, je pense qu'en matière d'organisation, je ne sais pas si c'est à cause de la proximité, mais en matière d'organisation, moi je préfère beaucoup plus la CAN passée. La CAN parce que nous on est en Afrique. Oui, c'est ce que je dis. Oui. Peut-être que c'est la proximité qui peut faire ça. Peut-être qu'aux États-Unis, au Mexique, au Canada ou bien les pays européens ou américains, eux ils vivent autrement la chose. Bon, mais chez nous ici, peut-être c'est chez nous qu'on ne constate pas l'engouement. Bon, non, on est tous sur les réseaux sociaux, on voit ce qui se passe. On parle de la Coupe du Monde, je ne dis pas qu'on ne parle pas, il y a des résumés, il y a tout ce qu'il faut, mais ce n'est pas assez. Voilà, pas intéressant. Ce n'est pas intéressant, même si on en parle, le football est dynamique. Et ça n'attire pas, c'est comme Dine l'a dit, c'est peut-être parce qu'on a déplacé aujourd'hui le football sur les réseaux sociaux. Qu'on ne voit plus l'engouement. Je pense qu'à un moment donné, on doit retourner parce que moi, au traditionnel. Oui. On doit se mettre tous devant la télé, à la maison, dans les kiosques pour revivre ça. Parce que pour la petite histoire, je ne te coupe pas avec pour la petite histoire, moi en 2010, je devais être en quelle classe? 4e ou 3e. Où je pense MTN, je ne fais pas la publicité à MTN, dans le temps a organisé une projection au stade de l'Amitié où
il y avait des jeux de baby-foot, il y avait des jeux de ballon, il y avait beaucoup de choses, il y a une grande projection. Il y avait des jeux, réponse aux questions où vous pouvez répondre à tel, pour gagner tel gadget et tout le monde suit autour d'une collation, d'une bière, d'un coca. Et c'est intéressant. Ce qui n'est pas, je ne sais pas si ailleurs ça s'organise, mais juste là, on n'a pas écho d'une telle organisation. Et bizarrement, aujourd'hui, avec 100 francs, vous pouvez suivre votre Coupe du Monde à la maison. À la maison, c'est pour ça que je disais tantôt, est-ce que ce n'est pas parce qu'on a déplacé le monde du foot sur les réseaux sociaux qu'on ne remarque pas cet engouement-là? Même si c'est sur les réseaux sociaux, quand vous suivez un match de la Coupe du Monde, vous en parlez. On n'en parle pas. Quand je prends le match le match d'ouverture, l'Afrique du Sud et le Mexique, il y a beaucoup de choses à dire. Je prends les cartons rouges d'abord. Un match d'ouverture de la Coupe du Monde avec 3 cartons rouges. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire. Non, mais c'est pas ça qui est. Un joueur saoudien, un joueur de l'Arabie Saoudite qui a été même meilleur buteur du championnat. Le premier est celui-là qui ouvre le compteur des buts lors de la Coupe du Monde. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on n'en parle pas vraiment. Donc, pour moi, la Coupe du Monde, je ne sais pas. Ça a perdu sa magie. Peut-être que c'est parce que les États-Unis ne sont pas une nation de football. Voilà, comme le vrai football. Hein. Je ne parle pas du football américain. Il y a d'autres sports. Je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais je ne ressens pas la Coupe du Monde 2026. Bon, Mouhidine Labani ne ressent pas la Coupe du Monde 2026. Je rappelle que c'est au moins plus de 100 matchs. Peut-être que les matchs qui viennent vont vous donner goût à la Coupe du Monde. Vivement qu'on revienne à 2010 peut-être ou à 2022 pour vivre une bonne Coupe du Monde. 2010-2014. Je préfère bien 2010. 2010-2014. Avec l'Afrique du Sud, c'était magnifique. Bon, même s'il n'y a pas d'engouement, au moins vous avez des équipes de cœur. Bien sûr. Pour cette Coupe du Monde. J'ai des équipes de cœur. Moi, je fais une prophétie. Hein. Je pense qu'une équipe africaine va se prendre au cours de cette Coupe du Monde. Pourquoi pas gagner la Coupe du Monde? Bon, c'est votre avis, je respecte votre avis. Mais je ne vois pas une équipe africaine. Je ne vois pas vraiment. Mais la Côte d'Ivoire a gagné la France, hein? Bien sûr, bon, c'est juste un match amical. Oui, c'est un match amical. Le Togo a battu le Bénin. C'est un match amical. Mais c'est pas la même chose. Moi, je vois beaucoup plus... Bon, au vu de la saison, je vois beaucoup plus... L'Espagne? Non, le Portugal. Le Portugal. Le Portugal, ils ont beaucoup plus de points. Ils ont un milieu, c'est moi. João Neves, Bruno Fernandes, Vitinha, ils ont beaucoup. Ok, je pense que nous allons analyser tout cela sur un autre plateau de foot. Parce que vous voulez déjà rentrer dans des détails qui ne parlent pas d'engouement forcément. Bon, merci d'avoir donné quand même vos avis. On espère que dans le monde entier, vous nous avez écouté. L'engouement autour du ballon rond dans ce mondial, ce n'est pas trop ça. Essayez de corriger ça un peu. Alors pour nous, dans ce Barik d'aujourd'hui, c'est fini. Et on va se retrouver très prochainement, c'est-à-dire dimanche prochain. Je pense que c'est le dimanche 21. C'est ça, le dimanche 21 pour un nouveau numéro de votre émission dans ce Barik. D'ici là, chers amis internautes, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de vous abonner pour ne rien rater de nos programmes. Allez, ciao, ciao.